au niveau de la communauté. En fait, moi, je travaille en tant que thermicien, mais dans une communauté où on retrouvera en France, Samir en a parlé, des gens qui sont plutôt sur des plateformes, donc qui vont travailler plus sur l'appareillage et le développement d'appareillage et faire aussi rentrer les matériaux dans sur ces appareillages. On va avoir différents types de matériaux et puis il y a des laboratoires comme on a tous où notre impact doit être important en termes de mettre de la connaissance autour des matériaux et surtout sur des apports autour de la thermique. Donc moi je suis à l'IRDL, je suis directeur de l'IRDL et j'étais responsable de l'équipe assemblage auparavant, mais à l'IRDL on travaille sur différents types de fabrication additive. On va du génie civil où on fait même de l'impression de matériaux sous l'eau, puisqu'on a une vocation à aller travailler sur des aspects marins. Et donc on travaille même sur de la fabrication, donc génie civil en milieu marin. On travaille sur des composites avec des aspects 4D, puisque c'est la nouvelle mode de parler du 4D, où on travaille par exemple avec l'ESA pour essayer de créer un tracker solaire qui soit complètement autonome. Donc l'apport de matière et la maîtrise de l'apport de matière, rien que lié à la thermique. Vous regardez un tournesol, lui il s'oriente en fonction de la température, donc, ou en fonction du soleil. Donc on peut imaginer travailler aussi sur de la fabrication additive en se disant est-ce que je suis capable de maîtriser les effets thermiques pour aller faire évoluer le produit au cours de sa vie. Donc ça je pense qu'on a des impacts à faire, donc c'est de l'analyse de la thermique bien sûr, de l'apport de la thermique, mais avec les matériaux et la mécanique. Donc ça c'est des choses des points sur lesquels je voulais insister. Donc là je vais vous parler essentiellement de fabrication additive métal. Donc tout à l'heure je regardais la slide du collègue où on allait jusqu'à 500 degrés. Moi je vais commencer à réfléchir un peu plus haut, donc je serai à 1000-1500 degrés et je vais peut-être aller jusqu'à 2500-3000 degrés. Donc on a des gammes de températures aussi différentes. L'impact en termes de mesure, puisque là on va parler à la fois de caractérisation de matériaux, à la fois de thermique, à la fois de mécanique. Donc c'est vrai que les approches sont identiques, les besoins sont identiques, mais en termes de mesure et l'impact pour notre communauté n'est pas tout à fait la même. Parce qu'on va aller soit sur des hautes températures, soit des moyennes températures, voire des basses températures. Donc je voudrais associer ce travail, en fait, cette présentation avec les collègues qui sont affichés là, puisque on a, comme le disaient les collègues précédemment, on a des thermiciens, on a des métallurgistes, on a des mécaniciens, on a des gens qui vont travailler plutôt sur les aspects expérimentaux en termes de mesure, plutôt sur la modélisation, et, etc., etc. Alors, un petit rappel, parce que je pense qu'on le répète tous, il y a tellement de procédés qui existent. Et là, si on regarde en fait les procédés qui sont proposés plutôt pour des aspects métaux, on va retrouver les deux points d'entrée qui sont soit on travaille sur des faisceaux laser, voire faisceaux d'électrons, parce que ça existe aussi, ou sur des techniques qui sont déjà bien avérées sur le soudage, puisque moi ça fait depuis 1995 que je travaille sur des aspects modélisation du soudage. Et donc on retrouve ces mêmes techniques, soit avec du fil ou de la poudre, comme il a été dit précédemment, et in fine, vous avez toutes les dénominations que vous retrouvez en dessous. Ensuite, un exemple sur lequel on a, nous, déjà travaillé sur de la modélisation. Alors, on a, je le disais en préambule un peu, on peut travailler avec des plateformes, on peut travailler avec des laboratoires, tout le monde peut intervenir dans la communauté. Il y a une grosse communauté qui tourne autour d'un GDR, donc il est intéressant de le nommer parce que c'est là qu'on va retrouver la capacité à focaliser sur la fabrication additive. Le GDR, c'est le GDR Alma. Et donc ma collègue Muriel Carin, qui était en tête de liste et qui gère en fait l'équipe assemblage, est responsable justement de la partie modélisation dans le GDR. Donc là, un exemple. Donc là, vous avez un faisceau. Alors j'espère que je ne vais pas faire de bêtises. Non, c'est pas ça. Pour le laser, c'est où? C'est en bas? Celui de devant. Il n'y a plus de batterie? Vous voyez le pointeur? Non, je ne vois pas le pointeur. Vous le voyez? Moi, je ne le vois pas. Donc j'ai un problème de vue alors. Il est où? Il est ah, ça y est, je l'ai trouvé. Donc là, vous avez par exemple un faisceau laser qui vient
travailler sur de la poudre. Donc là, vous avez du jet de poudre et vous avez un mur qui est créé. Donc l'objectif pour la modélisation, c'est de regarder l'interaction entre la poudre qui arrive et le laser. Et vous imaginez bien qu'il y a pas mal de choses à regarder. Donc là, vous voyez par exemple, il y a un pyromètre, il y a une caméra infrarouge. Tous ces éléments-là vont nous permettre d'analyser et de regarder ce qui se passe. Donc là, il y a un revêtement de surface qui est réalisé. Il y a une création d'une pièce complète. Et puis, il y a aussi des aspects hauts. J'insiste sur un point, ça a été déjà dit, mais un point qui est fondamental, c'est un procédé complexe et difficile à maîtriser. Donc là, vous avez un exemple d'abord d'apport d'énergie. Donc il faut bien maîtriser l'apport d'énergie et souvent, pour avoir des discussions avec des collègues aussi qui font de la mécanique, il y a les mécaniciens des fois, et je vais digresser un peu là-dessus, mais c'est pas grave. Les mécaniciens, des fois, nous disent voilà, thermique, c'est pas grave, voilà, ça fait pas peu d'effets. Nous, on dit au contraire, ça a beaucoup d'effets et c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Maintenant, sur des limites et des choses sur lesquelles on peut discuter, en métal, on sait très bien que la définition de la thermique au niveau de l'apport d'énergie et de l'apport de matière, si je veux aller sur la déformation, bon an, mal an, on arrive toujours à se débrouiller, on arrivera à expliquer la déformation de la pièce. Par contre, si on veut travailler de façon pertinente sur les contraintes résiduelles en bord de zone fondue, là, il va falloir qu'on soit hyper pointu en termes de définition de la thermique. Donc là, je pense qu'on a toute notre communauté doit pouvoir intervenir sur ces aspects-là. Donc, bonne définition de la thermique, qui induit derrière, bien sûr, ce qui a été montré aussi, côté composite ou polymère, tous les aspects évolution de structure et des problématiques liées à l'évolution de la structure. Et enfin, tous les problèmes de mécanique. Là, vous avez une pièce qui a été fabriquée, vous voyez bien la déformation. Ici, du fait du retrait, on en a parlé aussi tout à l'heure, des problèmes de fissuration. Et puis, en fonction du contrôle des procédés, soit vous arrivez à ça, pas terrible, soit vous arrivez à ça. Donc, on a, d'un point de vue étude, en termes de modélisation, des besoins qui tournent autour de la compréhension des phénomènes physiques et qui vont éventuellement permettre de définir l'origine des défauts. Et ça, c'est le besoin de l'industriel. C'est de prédire en fonction des paramètres opératoires la forme, les dimensions de bain et les dépôts, la métallurgie de la pièce finale, et enfin son état de contrainte et déformation. Tout dépend de la pertinence et le niveau où on veut aller. Et enfin, c'est définir des stratégies de fabrication pour anticiper l'apparition des défauts. Je vous montre un autre exemple. Ici, vous avez deux macrographies de murs qui sont générées pour le même matériau avec le même procédé. Et vous voyez, vous avez deux hauteurs différentes, des formes complètement différentes. Et c'est la thermique qui va nous dire. En fait, là, on a un matériau qui est, pour les métallurgistes, qui fait de l'austénite et la martensite. En réalité, la stratégie à gauche, c'est je n'attends pas le refroidissement complet, je reste dans le domaine austénitique, l'austénite est un peu plus molle, donc je vais obtenir un mur qui sera beaucoup plus, un peu volumineux, mais qui montera moins bien. Et à droite, je m'autorise à refroidir complètement et obtenir de la martensite qui va être dure, et mon mur, il est bien droit. Donc vous voyez bien que là, la problématique et la stratégie en termes de thermique, elle est fondamentale. Donc notre apport, il est hyper important. Alors, simuler quoi en soudage? On est fabrication additive. On a bien dit que l'objectif, c'est derrière la mécanique. Donc les mécaniciens viennent nous voir en disant tu m'expliques un peu ta thermique parce que j'aimerais bien savoir où je vais. Et vous voyez bien que la forme, ici, on a une certaine déformation de la pièce et c'est important de maîtriser ce genre de choses. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la maîtrise de la métallurgie et l'interaction entre la mécanique et la métallurgie qui est importante. On a des phases métallurgiques. Alors quand je dis phase, je vous ai parlé de l'austénite, de la martensite. On peut aller sur les problématiques de fusion, de solidification, de retrait. On en a parlé tout à l'heure aussi au niveau des polymères. Et puis après, c'est tout le domaine de la thermique. Si je me limite à ces aspects-là, parce que je veux travailler sur ce triptyque thermique, métallurgique, mécanique, en fait, je vais essayer de définir une source équivalente. Bon, c'est pas très intéressant, enfin, c'est fondamental, parce que j'en ai fait un certain nombre de sources équivalentes. Mais l'idée, c'est, pour définir une source équivalente, il va falloir que je fasse des expériences, il va falloir que je fasse des mesures
pour essayer à travers une macrographie, éventuellement des mesures thermiques en bord de zone fondue que vous avez là, d'être capable de retrouver la distribution énergétique de façon à expliquer ensuite la métallurgie et la mécanique. Maintenant, ce que nous, on privilégie aussi au laboratoire, c'est un autre niveau en termes de modélisation où je vais traiter les problèmes d'interaction entre le faisceau et la matière, donc avec des équations d'électromagnétisme, la définition de l'évolution du bain d'un point de vue mécanique des fluides et les interactions entre ces différents domaines. Voilà un exemple, par exemple, au niveau du WAM. Donc, c'est un fil qui se détache et avec des effets électromagnétiques, on voit la goutte qui vient impacter et remplir les différentes phases. Là, la modélisation, elle consiste à traiter les équations de l'électromagnétisme, de la mécanique des fluides et des transferts de la chaleur. Mais pour expliquer l'évolution du domaine, on utilise aussi des méthodes différentes, un point de vue de modélisation et évolution de frontières, soit des méthodes ALE, Level 7 ou encore d'autres. L'objectif de la modélisation, là, c'est de se dire, on va arrêter de bricoler avec des termes sources et on va essayer de travailler sur, alors je cherche ma souris, peu importe, je vais la retrouver, on est là-haut, on va essayer de définir les données d'entrée, avoir les propriétés des matériaux, donc important pour nous en tant que thermiciens, de définir les paramètres opératoires, je vais faire tourner mon modèle, et puis je vais valider mon modèle avec des données expérimentales. Donc j'ai besoin de mesures de température, on en a vu sur les polymères tout à l'heure, définir le décrochement des gouttes, pardon, et puis définir aussi la forme du bain. Et ensuite, on l'a dit, moi j'ai démarré, ça fait en termes de fabrication additive, métal, on travaille dessus depuis les années un peu avant 2000, et les temps de calcul, ça peut mener à 3 semaines, 4 semaines de temps de calcul. Donc, pour l'industriel, c'est inacceptable. Pour notre modèle de connaissance, ça peut être intéressant. Donc, l'idée, c'est quand même d'essayer de réduire et de travailler sur la modélisation, sur la simplification de la physique et l'optimisation des maillages. Alors, les équations, rapidement, il y a 3 grands domaines. Les équations de Maxwell, les équations de transfert de la chaleur, les équations de la mécanique des fluides, avec un certain nombre d'hypothèses. Bon, j'ai rajouté ici en bas à droite les méthodes ALE ou Level 7. Et puis, dans ces équations, on a les paramètres des propriétés des matériaux. Et puis, on a un certain nombre de termes supplémentaires qui sont des termes sources pour l'équation de la chaleur, les effets Joule, les effets radiatifs, les effets d'interaction aussi entre le procédé et la matière. Et puis au niveau de la mécanique des fluides, vous retrouvez les forces de Lorentz. Alors la force de Darcy, c'est un artifice pour nous qui nous permet de bloquer la mécanique des fluides dans la partie solide, donc en mettant une viscosité très importante. Donc cette force-là apparaît, mais c'est pas tout à fait comme chez nos chers collègues qui vont travailler sur les matériaux poreux. Après, vous avez les forces de gravité, les tensions de surface. Voilà un exemple en fait de modélisation. Alors, on ne démarre jamais sur une modélisation 3D. On a parlé des temps de calcul qui sont hyper importants. Donc, souvent au laboratoire, on travaille d'abord sur de la modélisation 2D axisymétrique qui nous permettent de limiter les temps de calcul. On a ici un mur par exemple qui est réalisé. On a le modèle et in fine à droite, vous avez, ça c'est la thèse de Stephen Cadieux qui s'est soutenue en 2019, où on est capable d'expliquer avec tous les éléments et tous les paramètres de la physique comment le dépôt de matière va se faire et surtout comment l'écoulement de la matière dans le bain va pouvoir se réaliser. Une fois qu'on a validé à peu près les modèles et qu'on a travaillé aussi sur l'interaction entre les mesures, alors les mesures je ne vous ai pas précisé, on travaille avec des caméras rapides, des thermocoupes, des caméras infrarouges, on fait des scans laser des formes in fine et puis on travaille sur la métallurgie avec des macrographies ou autres éventuellement. Donc là on passe dans un domaine où on va être sur du 3D, où là vous avez un modèle qui a été défini et qui est à droite, qui est complet. On essaie d'avancer en vitesse de calcul. Au monde, il doit y avoir 5-6 modèles à peu près de ce type.
donc ce qui est assez remarquable, et ça c'est un travail qui est réalisé par Michael Courtois au niveau du laboratoire. Et donc vous voyez la réelle véracité du modèle qui nous permet d'expliquer comment l'écoulement va se faire à différents moments. Et puis on a aussi les caméras qui nous permettent d'expliquer cette évolution de bain. Je continue. Pardon. Maintenant, on a aussi d'autres approches qui consistent à dire, une fois qu'on a le modèle de connaissance, on va faire le transfert du modèle de connaissance vers une modélisation un peu plus simplifiée, justement pour tendre vers l'approche industrielle qui tend à dire on va faire le modèle thermique et puis on va essayer d'aller sur la métallurgie pour expliquer comment les pièces vont se déformer. Donc là, on a des mesures de température. Là, c'était un projet avec IREPA laser. Donc là, c'est le triptyque dont je vous ai parlé tout à l'heure, la thermique, la métallurgie et la mécanique. Si on regarde maintenant au niveau de l'équipe, et je pense qu'on peut faire une transposition entre ce que nous on fait et la communauté que nous sommes. En fait, nos besoins en termes de modélisation, c'est d'être capable d'expliquer ce qui se passe dans le bain, d'un point de vue analyse et capillaire, regarder les instabilités, les porosités, c'est de regarder les conséquences métallurgiques. Et donc là, on va travailler plutôt avec des métallurgistes pour expliquer les principes des précipitations éventuellement. Alors, on peut travailler sur des aciers, sur des aluminiums, sur n'importe quel type de matériau. C'est d'expliquer bien sûr les contraintes et déformations, et éventuellement les fissurations des pièces sur des retraits. C'est de regarder les interfaces. Alors de plus en plus, on essaie d'aller travailler sur des bimatériaux, et donc on va avoir des intermétalliques. Ces intermétalliques sont fragiles. Là, en ce moment, on travaille sur l'association d'aluminium avec des aciers, et la problématique, c'est que ça a du mal à tenir. Donc là où le thermicien peut intervenir, c'est d'une part sur la caractérisation des hautes températures pour nous, sur les propriétés thermophysiques, thermométallurgiques, thermomécaniques, et pour aller vers les lois de comportement. Donc on a un certain nombre d'appareillages au laboratoire, soit achetés dans le commerce, mais à des prix un peu exorbitants, mais c'est comme ça, soit on fait des développements, et j'en parlerai tout à l'heure. Ensuite, on a la partie instrumentation avec des thermocoupes, caméras infrarouges, caméras rapides, pyrométrie. Là, on travaille par exemple avec des thermocoupes de 50 microns. Je ne fais pas le travail de François avec des 1 micron, mais j'essaie quand même de descendre à des diamètres intéressants. Donc on va sur du 12 microns jusqu'à du 50 microns. Faut savoir que vous avez des gradients, par exemple, avec du soudage laser, de l'ordre de 400 à 500 degrés sur 1 mm. Donc si vous imaginez mettre un capteur avec, qui est un barreau de chaise, c'est mort. Donc vous mesurez rien du tout. Ensuite, vous avez ici tous les aspects modélisation avec la thermique, la mécanique des fluides, la métallurgie et la mécanique. Je fais un petit... Donc là, au niveau du laboratoire, on fait aussi du développement pour faire de la caractérisation à très haute température. Donc l'idée, c'est que ça, c'est le travail de Dylan qui est là, qui a travaillé pendant sa thèse là-dessus. Donc on fait léviter un petit poids. La bille qui est là elle fait 2 mm. On la fait léviter, on la chauffe par laser et on a mis un certain nombre d'instrumentations autour de cette opération pour essayer de caractériser un certain nombre de propriétés. Donc les propriétés sur lesquelles on veut aller, c'est la diffusivité, la densité du matériau, c'est les aspects visqueux du matériau fondu, parce que là on va monter entre 1500 et 3000 degrés, les émissivités et les tensions de surface. Donc là, un exemple des résultats, et vous voyez que les résultats sont compris entre 2500 K et 3250 K. Les verrous scientifiques maintenant pour nous, c'est définir l'origine des défauts, parce que ça c'est le besoin final d'un point de vue mécanique, d'être capable d'expliquer les porosités, les fissures, les distorsions et les états de surface. C'est mesurer les propriétés des matériaux à haute température, d'où tous les développements qu'on peut avoir. Donc on parle là je vais reprendre ma casquette de SFT et dire venez, on va travailler ensemble sur la caractérisation des matériaux à haute température. C'est ensuite la prise en compte des couplages multiphysiques. C'est une complexité en soi. C'est-à-dire qu'on a le matériau, on a la thermique, on a la mécanique. Il
faut qu'on travaille ensemble. Et le thermicien, il faut qu'il ait sa part du gâteau en imposant sa thermique. C'est pas le mécanicien, n'est-ce pas, Samir, de dire la thermique, bon, ça va. Nous on a tout notre champ d'action en tant que thermicien pour intervenir dans ces propos. On a vu aussi que la problématique de la modélisation multiphysique, c'est les temps de calcul. Donc il faut qu'on s'allie aussi avec des numériciens pour réduire ces temps de calcul. Et puis c'est les procédés multimatériaux avec la gestion des interfaces, la diffusion d'espèces, l'évaporation de certains éléments. On a travaillé aussi au niveau du laboratoire avec les gouttes qu'on met à 2500, il y a des éléments qui vont s'évaporer. Quels sont ces éléments? Et on imagine bien que sur la tension de surface, par exemple, il va y avoir des effets. Et ensuite, la composition et la caractérisation du bain métallique. Quelques images de mesure, soit en caméra rapide, qui permettent d'expliquer la forme du bain, de la pyrométrie, les thermocouples, et puis, in fine, je dis merci pour votre attention. Merci Philippe. Je ne sais pas ce que tu as contre les mécaniciens. En tout cas, chez nous, les mécaniciens travaillent super bien avec les thermiciens. Je ne sais pas ce qui se passe à l'IRBL. On arrive à de plus en plus s'imposer et c'est le message que je veux faire passer aujourd'hui. Nous, thermiciens, on a intérêt aussi à aller vers les métallurgistes, les mécaniciens, parce que c'est des problématiques où on doit avoir toute notre part. Et on est bien d'accord là-dessus. Tout à fait. Je partage totalement. Je pense que c'est une problématique pluridisciplinaire, aussi bien pour les mécaniciens, les chimistes des matériaux, les technologues, parce qu'il y a aussi des contraintes, des verrous technologiques, parce qu'il y a plein de développements à mettre derrière pour, je sais pas, tout ce qui est slicer, tout ce qui est, on va dire, instrumentation, tout ce qui est, on va dire, hybridage des technologies. Il y a plein de briques technologiques qui ont besoin justement d'autres personnes pour pouvoir nous les apporter de façon à travailler, bien sûr, en bonne intelligence. Un point que je voulais souligner, c'est nous, on a fait le choix dans les années 90 de dire on ne va pas prendre de procédés au laboratoire. On va se mettre à la disposition des gens, des technologues qui ont besoin de travailler sur certains procédés. Et on a pris l'accent et l'orientation en disant on va faire de la modélisation, on va faire de l'instrumentation et de la caractérisation. Mais on va travailler avec des plateformes, avec des gens qui ont des besoins. Et je pense que tout à chacun ici dans son laboratoire qui fait une partie des briques doit pouvoir aussi intervenir à ce niveau-là. C'est-à-dire comment ma compétence, soit sur de la modélisation, soit sur de l'instrumentation, soit sur la caractérisation, je peux aider la communauté à avancer. Et ça, c'est... Bon, après, il faut aussi quelquefois s'imposer, parce qu'il ne faut pas rester avec on va dire un strapontin en disant on vient nous chercher au moment où on a besoin de nous. C'est se mettre dans une communauté, et le GDR en fait partie, ça permet aussi d'aller vers les autres et puis de travailler de façon approfondie sur la fabrication additive. Bon, maintenant je pense qu'ils ont assez parlé. Est-ce que vous avez des voilà. Attends, je vais... Merci pour la présentation. Est-ce que il y a des procédés de fabrication additive qui sont sous des atmosphères particulières? Vous avez parlé de certains éléments qui pouvaient s'évaporer. Du coup, est-ce que ça peut permettre d'optimiser la fabrication ou la stabilité? Oui. Un certain nombre de process sont sous atmosphère contrôlée. Typiquement, tout ce qui est métallique, typiquement le SLM, le EBD, etc., tout ce qui est métallique, fusion de poudre, voire avec apport d'énergie, doit être dans un environnement contrôlé pour éviter justement, parce qu'on est sur des températures de fusion élevées de métal, il faut éviter d'avoir des réactions avec l'environnement, des oxydations, etc. Après, tu peux avoir des gaz, tu sais, on hérite quand même beaucoup de données du monde du soudage, puisque le monde du soudage a beaucoup travaillé sur les gaz d'apport et de gaz de protection, déjà pour simplement les phénomènes d'écoulement de matière. Si tu es plus chargé en oxygène, tu vas avoir des effets de tension actifs qui vont être différents.
Et là, la réalité de la thermique et de la physique est hyper importante. Donc ce genre de maîtrise fait partie aussi des apports qu'on peut mettre. D'autres questions? Oui, j'en ai une petite. Vas-y. D'abord, merci pour les présentations, elles étaient géniales. Tu as parlé qu'il y avait un problème de temps de calcul. Il y avait un problème de temps de calcul et que tu faisais des simules en 2D. J'ai vu aussi des simulations en 3D. Est-ce que la troisième dimension joue beaucoup? Tout dépend de ce que tu veux faire. Alors après, il y a... Allez, je vais faire mon vieux un peu là. Il y a 30 ans, voilà, non, ça fait pas 30 ans, si, ça fait presque 30 ans. Quand on a démarré, c'est vrai qu'on faisait que du 2D. Du 2D transverse, c'est-à-dire qu'on regardait comment la matière était déposée et on fait des modèles 2D. Et puis on imaginait ce qui pouvait se passer avant, après. Pour expliquer, en fait, la problématique du thermicien, c'est de définir les lois de diffusion, sachant que j'ai un domaine qui est une certaine forme, on va dire, je sais pas, cette forme-là, qui se déplace, et la diffusion de la chaleur va se déplacer et va aller en forme transverse. Donc on peut imaginer, essayer d'expliquer un certain nombre de choses, mais de plus en plus on essaie justement d'expliquer les contraintes résiduelles, et là on a vraiment besoin de la thermique proche du bain. Et c'est ça qui va expliquer les problèmes mécaniques. Donc l'enjeu de demain, c'est justement d'avoir des modèles qui tournent plus vite. La question c'est côté développeur, est-ce que nous on travaille avec COMSOL Multiphysique et on fait des développements internes dans COMSOL. Mais ça limite encore les temps de calcul parce que le calcul n'est pas paralysé par exemple. Mais on va travailler aussi avec d'autres personnes qui vont nous dire on va paralyser les codes de calcul, mais ça veut dire refaire des développements. À une époque, j'ai fait du développement, ça m'a pris 6 mois à faire un bout de code. Là, je prends COMSOL, ça me prend 10 minutes, un quart d'heure et je fais tourner le système. C'est aussi les enjeux de demain, c'est jusqu'où on veut aller. On sait que les calculateurs sont de plus en plus puissants, on est capable de traiter de plus en plus de données, mais c'est quoi nos limites en fait? Mais moi j'ai démarré sur des problèmes uniquement thermométallurgiques mécaniques. Là, le groupe, on est de plus en plus sur de la mécanique des fluides, avec des temps de calcul qui se réduisent. Mais dans la thèse de Michael, je vais peut-être dire une bêtise, mais j'en dis suffisamment de toute façon. Michael, il faisait des temps de calcul, je pense, qui duraient 3 semaines pour faire tous les modèles mécaflux, avec un certain nombre d'adaptations en termes de maillage, en termes de maîtrise de physique. Il arrive maintenant à descendre à 3-4 heures. Donc là, il y a une réelle appréhension de la modélisation et une amélioration justement de ces temps de calcul. Je vais compléter le mécanicien de à côté. Ouais. Sur la partie mécanique, oui, il y a un réel intérêt d'aller sur du 3D. Pour une raison simple, c'est que au-delà de la partie fusion, quand on regarde la microstructure du matériau après fabrication, on a une hétérogénéité assez importante. Donc on a un intérêt, d'ailleurs on le fait dans notre équipe, on le fait en 3D sur la partie mécanique. Après, sur la partie thermique, je pense aussi qu'il y a un intérêt à y aller sur le 3D. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que les modèles, les résultats qu'a montré Philippe, on est plutôt sur un truc unidirectionnel. Ça veut dire on dépose dans une direction. Sauf que quand on fabrique, il peut arriver qu'on fasse des allers-retours, on a un chemin ou des trajectoires avec des couches qui peuvent être différentes. Ça veut dire que si on fait une trajectoire dans une direction, une autre trajectoire dans une autre direction, on n'a plus cette symétrie-là. Donc finalement, le 3D est important parce qu'on n'a pas les mêmes champs dans les différentes directions. Après, les stratégies qui sont développées en ce moment au laboratoire, dans le cadre d'une thèse, c'est à l'heure actuelle, c'est de faire un modèle complet, local. Et ce modèle complet local, on va prendre le champ thermique. Et le champ thermique, on va le mettre pour l'aspect métallurgique et mécanique derrière. Donc, on fait un calcul local pour après l'étendre après sur la pièce. J'ai une remarque exactement sur ça. Nous sommes producteurs des échangeurs et avec la production 3D, on a beaucoup plus de variabilité, de flexibilité, de créer des formes, par exemple, amorphes
n'arrive jamais, jusqu'à présent, de vraiment simuler un radiateur, un échangeur qui fait 400 par 100 mm. Ouais. Ça aura avant tout un changement de phase. Si le volume de notre réfrigérant change, ça aura beaucoup d'espace d'amélioration en échange thermique. Mais pour le moment, on ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas optimaliser. C'est un débat qu'on a. On peut développer cela, on peut regarder cela, et puis on peut regarder notre projet, on fait l'intermédiaire sans optimalisation. Ouais. C'est un débat qu'on a eu au sein de la SFT, de se dire, justement, on parlait des échangeurs, se dire la fabrication additive pour les échangeurs, c'est comment, dans la communauté que l'on a, puisqu'on a des groupes thématiques sur les échangeurs, on a des groupes thématiques sur les matériaux, sur le développement des matériaux. Je pense qu'on a des journées à organiser pour justement discuter autour de ces problématiques. Laisser à côté la troisième dimension, ça sera vraiment... On perdra tout un... On a besoin là, on a besoin. Oui, on en a besoin. Oui, merci pour les présentations. On parle d'échangeurs, je voulais rebondir sur une autre famille de matériaux. Vous avez parlé polymère, métallique, mais il y a aussi les céramiques. Alors c'est vrai qu'au niveau procédé, ils sont peut-être un peu moins avancés, c'est un peu plus difficile de réaliser des structures, mais maintenant on commence à y arriver, et je pensais aussi aux applications solaires, puisque pour les récepteurs volumiques, le carburant silicien par exemple est très intéressant, mais on joue à la fois sur le design et sur la réalisation d'échangeurs à partir de ces matériaux. Et là on retrouve, je suis tout à fait d'accord que la thermique intervient, parce que voilà, on parle de silicien est opaque pour le spectre solaire, mais il y a d'autres céramiques comme la silice ou les phénomènes de semi-transparence qui sont aussi importants aux températures appuyées. Il y a des équipes qui ont commencé avec les éléments discrets aussi, associés au côté esthétique de ce que vous avez fait pour les dossiers, je pense, utile pour cette communauté-là. Et puis, une dernière remarque, c'est que la fabrication additive a un potentiel assez très intéressant. Mais on peut aussi, on parlait d'hybride tout à l'heure de l'usinage, on peut penser aussi à utiliser d'autres procédés comme CVI, CVD pour faire des dépôts de surface et fonctionnaliser encore plus les structures. Donc ça, c'est des points intéressants aussi. Après, il y a toutes les extensions possibles. Une fois qu'on a à peu près la maîtrise de tous les éléments, on peut imaginer, il y a Dylan travaille en ce moment sur d'autres aspects. Je pense qu'avec ArcelorMittal, il a des projections sur d'autres types de développement. Pour répondre à la première partie de la question, sur les céramiques, on avait envisagé d'avoir un triptyque métal, polymère, céramique en présentation. Et là, c'est entièrement de ma faute parce que quand on a parlé de cet atelier avec Samir, j'en ai parlé il y a 2-3 mois. Et puis j'ai laissé courir comme ça et je lui en ai parlé seulement il y a 2 semaines, je crois, même pas. Et donc c'était dans l'urgence pour préparer cet atelier. Du coup, la céramique n'était pas là, mais je te laisse. Effectivement, au départ, l'atelier était prévu d'avoir 3 présentations, un polymère, un métallique, un céramique. Et comme Thierry avait diffusé le programme qui était déjà défini, donc j'avais essayé d'avoir un céramiste du côté de la Belgique, BCRC, c'est le centre belge de céramique, où il travaille pas mal sur de la céramique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la fabrication additive céramique, on est à peu près la même chose que un peu l'impression 3D. On appelle l'impression 3D, le filament fondu, sauf que le filament, on va avoir du polymère avec des particules céramiques à l'intérieur, de façon un peu à pouvoir ne pas être rigide, qu'on vient déposer, on fait comme du FFF. Et après derrière, finalement, on va avoir dans ce matériau qu'on a déposé, on va avoir du polymère qui est le liant, et à l'intérieur, on a de la céramique. Et donc après derrière, on passe à des opérations de déliantage. La pièce qu'on obtient au départ s'appelle une pièce verte, et on passe à des opérations de déliantage, de cycle thermique, de cycle thermique, de façon un petit peu aussi à densifier la pièce. Et là, il y a les collègues justement du centre belge de céramique qui font des super belles pièces, j'ai quelques images, qui peuvent être justement dédiées à des échangeurs thermiques.
on arrive à faire de très très belles choses. Donc sur la deuxième remarque que vous avez faite effectivement sur l'aspect hybridation, etc., il y a pas mal de fabricants d'équipements actuellement. Quand on parle d'hybridation, c'est pas juste avoir deux options, c'est multi-options. Ça veut dire qu'on va avoir on a surtout ça qui se développe de plus en plus sur des pièces, on va dire des machines de grande dimension qui sont souvent robotisées. Et sur la partie robot, on peut mettre plein d'éléments, on peut mettre des têtes d'usinage, on peut mettre des têtes pour le spray, pour le traitement, on peut mettre 2-3 façons de déposer la matière, et tout ça est piloté en arrière par un programme pour le robot. Donc l'idée c'est vraiment de combiner et de faire tout en one shot, en net sheet, de façon à ne pas avoir des reprises ou des post-traitements derrière.